Okay, das ist ja interessant. Intéressant. C'est terrible d'être récupéré par le marché de l'art, mais c'est encore plus terrible de ne pas être récupéré par le marché de l'art. Quelle place l'artiste coréenne Seo pense-t-elle occuper dans le commerce de l'art? Est-elle favorable à une commercialisation à tout prix? Ou garde-t-elle une distance critique vis-à-vis du marché? Je choisirais la première option. Je préfère être phagocytée, mais que mon art soit apprécié dans le monde entier. Il faut être honnête, dans ce secteur, il n'y a pas que de l'argent propre qui est investi, mais aussi beaucoup d'argent sale ou d'origine douteuse, ce qui encourage une certaine confidentialité. Comment fonctionne un marché qui ne joue pas la transparence? Quelle influence l'argent a-t-il sur l'art? L'art a changé. C'est devenu une marchandise. Il n'y a pas si longtemps, il était encore mal vu de gagner de l'argent grâce à l'art. L'art, c'est aussi simple que ça. C'est terminé? Oui. Voilà. J'ai pas un motif sur un billet de banque. Renseignement pris, on n'a pas le droit de faire ça en Angleterre, à cause du portrait de la reine. Et en Amérique, on peut? Je ne sais pas. Je vis en Allemagne, pas en Amérique. Mais c'est sûrement interdit aussi. Il y a peu de chances que quelqu'un ait essayé d'acheter quelque chose avec ces billets, donc de réutiliser ces dollars. Peut-être acheter des cigarettes, qui sait. Hans-Peter Feldmann est un artiste de renommée mondiale. En effectuant cette performance dans les allées de la foire d'art contemporain de Cologne, il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Les prix grimpent et tout le monde joue le jeu. Les foires, c'est extrêmement cher. Aujourd'hui, si vous exposez un tableau d'un jeune artiste, l'emplacement coûte plus cher que le tableau. Aujourd'hui, on cherche très souvent à happer les clients, à attirer leur attention lorsqu'ils flânent dans les allées. Mais est-il nécessaire qu'une œuvre soit identifiable au premier coup d'œil? À quoi bon payer un stand aussi cher pour échanger des poignées de main? À quoi ça rime toute cette parade? On rencontre énormément de collectionneurs avec le profil suivant. Face à une œuvre, ils ne s'intéressent pas au travail de l'artiste, mais ils se demandent ce qu'elle rapportera dans 2 ans.
Mon père était un féroce détracteur de l'art moderne. Et mon beau-frère encore plus. J'ai travaillé avec lui d'ailleurs. Il considérait que c'était de l'escroquerie. Il disait toujours que n'importe qui pouvait dessiner ce genre de traits ou de ronds, qu'il était stupide de payer pour ça, et que c'était à la portée du premier venu. Il a commencé à changer d'avis et à se poser des questions. Il n'arrivait pas à croire. Cette toile, qui s'intitule « Se faire justice par des erreurs d'achat », est une œuvre de Martin Kippenberger. Je ne connais pas sa valeur marchande, mais je sais que des tableaux plus aboutis de cet artiste se négocient déjà entre 1 et 2 millions. Le modèle du tableau est une personnalité artistique très en vue. En regardant bien, on la reconnaît. Je tairai bien sûr son nom. Mais il s'agit d'une artiste dont les œuvres atteignent aujourd'hui des millions. Contrairement à Martin Kippenberger, elle vit toujours. J'ai acheté cette toile à New York, à la galerie Zwirner. Jamais je n'aurais pensé que Martin Kippenberger, avec son humour allemand un peu spécial, aurait du succès à New York. Incroyable. C'est toujours imprévisible. Combien vaut un Kippenberger aujourd'hui? On en a déjà parlé. Celui-ci, je l'ignore. Je sais seulement combien je l'ai payé, mais ça, c'est secret. Beaucoup de ces tableaux sont des plagiats. Celui-ci, par exemple, qui représente des bureaucrates endormis. Sur les cartons, devant eux, on peut lire « Réveillez-moi à 20h30, SVP. Réveillez-moi à 20h, SVP. » Martin Kippenberger a piqué l'idée à Werner Büttner. Ce dernier lui a jeté un verre de bière à la figure, dans un bar, et l'affaire était réglée. Il y a parfois des histoires très étonnantes au sujet de certains tableaux. Celui-ci, par exemple, a une histoire assez surprenante. Par où commencer? En fait, je n'ai pas envie d'en dire plus. Mais je peux vous en raconter une autre. Elle est têtue. Tout n'a pas été dit devant la caméra. Dans les faits, un jour, un collectionneur achète à un propriétaire privé 6 tableaux pour la somme de 100 000 $. Une femme qui a entendu parler de la transaction demande instamment au collectionneur d'annuler son achat, car elle a promis les tableaux à un client aux États-Unis. Mais le collectionneur refuse. Par la suite, ce dernier rencontre son galeriste new-yorkais qui lui dit sur le ton de la plaisanterie « Tu m'as piqué ces tableaux ?» Le collectionneur répond « Tu ne vas pas recommencer? À qui voulais-tu les vendre ?» Le galeriste « À toi, pour 350 000. » De l'autre côté, j'appelle ça une escroquerie d'experts. En ce qui concerne l'affaire Arenbach, je ne voudrais pas trop m'aventurer sur ce terrain. Il y a tellement de subtilités qui entrent en jeu lors de l'achat d'œuvres d'art. Visiblement, elles ont échappé aux magistrats qui ont jugé Arenbach. J'ai bien connu cet homme. Il valait mieux éviter de faire affaire avec lui, tout le monde le savait. Pourquoi M. Albrecht l'ignorait-il? C'est un mystère. Et pourquoi la banque Berenberg n'a-t-elle rien vu? C'est aussi un mystère. C'était un secret de polichinelle. Quoi qu'il en soit, Arenbach était un homme très sympathique, plein d'esprit, généreux et d'une compagnie agréable. En toute honnêteté, je trouve que la sentence prononcée contre lui est tout à fait disproportionnée. Le conseiller d'art Helge Arenbach, établi à Düsseldorf, a été condamné à 6 ans de prison. Il revendait à ses clients des œuvres d'art et des véhicules de collection en surfacturant ses achats, encaissant ainsi des sommes conséquentes. Lors des procès, les marges réalisées sur le marché de l'art sont rendues publiques. Bonjour, prenez place. Voici la salle 101, où le tribunal a siégé pendant 3 mois. Ici, le banc des témoins. C'est ici que la procureure a lu l'acte d'accusation. Ici, le tribunal. 3 juges professionnels. 2 juges assesseurs. Et là, l'accusé, Helge Arenbach, avec ses 2 défenseurs.
Arenbar est un personnage qui en impose. C'est un arnaqueur de première classe. Il sait y faire. Il a littéralement inondé de son art moderne Düsseldorf et toute la Rhénanie. S'il n'avait pas manœuvré comme il l'a fait, le marché de l'art de Düsseldorf ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Il était propriétaire de plusieurs restaurants qui lui coûtaient une fortune. Il y avait investi tout l'argent qu'il avait acquis en escroquant son client Berthold Albrecht, l'héritier de la chaîne de magasins Aldi. Arenbar dissimulait en fait de juteuses commissions en falsifiant les factures. Albrecht lui aurait acheté des œuvres d'art et des voitures de collection pour un montant de quelques 120 millions. Et Arenbar a été accusé d'avoir encaissé indûment 20 millions sur l'ensemble de ces sommes. Il s'agissait de transactions portant sur des œuvres d'art qu'Arenbar conseillait à Albrecht d'acheter pour sa collection et sur lesquelles une commission de 5% avait été convenue. Arenbar repérait des tableaux chez des particuliers qui n'étaient souvent pas du tout disposés à vendre leurs biens. Pour acquérir une œuvre que l'on convoite mais qu'un propriétaire ne veut pas céder, on peut proposer 10, 12, voire 15 millions. La question est de savoir jusqu'où on est prêt à aller. Or, dans ce genre d'affaires, une rémunération de 5%, ça ne suffit pas. Au bout d'un moment, Arenbar a commencé à s'essouffler. Dans son argumentation, la défense a cité l'exemple de la chaîne Aldi, soulignant qu'elle non plus ne disait à personne le prix auquel elle achetait le beurre qu'elle vendait au client final. Quant à nous, les chroniqueurs judiciaires, nous nous intéressions bien sûr de près à la principale témoin à charge, Babette Albrecht, la veuve de l'héritier d'Aldi. Elle a déclaré qu'Arenbar leur avait livré les œuvres dans le coffre de sa voiture. Au début du procès, on a demandé à Babette Albrecht comment elle et son mari avaient connu Arenbar. Elle a dit qu'avec son mari, il possédait déjà quelques œuvres d'art. D'après elle, une œuvre d'art a au moins le mérite de pouvoir être contemplée, ce qui n'est pas le cas d'une action. Arenbar était une connaissance du couple Albrecht. Un jour, en voyant un de leurs tableaux, il leur en a proposé un autre qui s'harmonisait mieux avec leur intérieur. C'est comme ça qu'ils ont acheté un kokoschka, puis une toile représentant le Tower Bridge. À la barre des témoins, Babette Albrecht a dit qu'elle appréciait ces tableaux, d'autant qu'à l'époque, ses enfants étaient à Londres. Pour leur collection d'art, elle pensait qu'il serait bien aussi d'avoir un Richter. C'est comme ça que 3 tableaux de Gerhard Richter sont arrivés dans la maison des Albrecht. Chacun valait entre 4 et 12 millions d'euros. Babette Albrecht les a choisis en premier lieu en fonction de leur taille. Ils avaient aussi un Picasso, les 3 magnifiques fillettes rousses. Je me souviens qu'elle a dit à ce propos « Comment cet Arenbar a-t-il pu me proposer un tableau représentant 3 filles, rousses qui plus est, alors que moi j'en ai 4 et qu'elles sont blondes ?» Mais au fil du temps, elle s'en est accommodée parce qu'elle trouvait son cadre doré magnifique. Dans les foires, elle avait parfois un coup de cœur pour certaines œuvres. Par exemple, cette sculpture de Murakami représentant un lion d'or qui valait 1,2 million d'euros. Elle l'appréciait surtout parce qu'il représentait son signe astrologique. À force, il n'y avait presque plus de place dans la maison. En bon conseiller d'art, Arenbar a alors suggéré au couple d'installer des sculptures dans leur jardin. Il leur a parlé des œuvres de Barry Flanagan et de Juan Munoz, et il a réussi à les convaincre d'en acheter. Leur collection devait s'appeler la B&B Collection, pour Berthold et Babette. Et elle était censée couvrir tout le spectre de l'art contemporain. En des époques, Babette Albrecht lui a répondu sur un ton doctoral qu'un tel mélange pouvait aussi avoir beaucoup d'attrait. Sérieusement, quel est votre moteur? La curiosité. Vous travaillez quand même. Pas vraiment. Oh.
Bien sûr, c'est un boulot, mais c'est un super boulot. C'est amusant car plein de personnes, j'exagère un peu, disons beaucoup de collectionneurs ne connaissent rien en la matière. J'ai reçu des appels de collectionneurs ou autres qui souhaitaient être conseillés pour le rachat d'œuvres d'art. Depuis l'affaire Arhenbach, ils avaient appris qu'il existait des personnes spécialisées dans ce domaine. J'ai trouvé ça très drôle. Là, je viens de m'associer avec quelqu'un et nous lançons notre activité. L'affaire Arhenbach a été un déclencheur. Elle nous a fait de la publicité, ce qui est très bien. Arhenbach a assuré en quelque sorte l'avenir de la profession, au prix d'une longue peine de prison. L'affaire Bouvier, c'est une affaire dont rêvent absolument tous les journalistes parce qu'elle contient tous les ingrédients, l'argent, le pouvoir, l'art, des choses absolument merveilleuses. Qu'est-ce que c'est que l'affaire Bouvier? L'affaire, elle tourne autour de ce monsieur Yves Bouvier, qui est un entrepreneur genevois, assez discret, qui a créé le système des ports francs. Les ports francs, c'est donc des zones franches dans lesquelles on peut entreposer des marchandises et qui sont très prisées du marché de l'art. Le système qu'a inventé Bouvier, c'est que jusqu'à présent, un tableau, quand il était au port franc, il devait de temps en temps sortir du port franc pour aller voir un restaurateur, pour aller voir un encadreur, pour aller voir un photographe, pour aller voir tous les métiers de l'art. Bouvier a inversé cette logique-là et il a fait venir tous les métiers de l'art au port franc, les transformant en hub artistique. Alors voilà pour le contexte. L'affaire Bouvier, maintenant, elle démarre un beau matin d'hiver où Yves Bouvier se rend à Monaco et est arrêté par la police. C'est à ce moment-là qu'on l'apprend. Il est arrêté parce qu'il est accusé d'avoir escroqué un milliardaire russe. Et ce milliardaire russe, à Genève, c'est pas non plus n'importe qui, n'est-ce pas, Sylvain? Alors, en effet, c'est quelqu'un de tout à fait connu pour les journalistes, on va dire, locaux. Dimitri Rybolovlev. Dimitri Rybolovlev, il a plusieurs surnoms. L'un d'entre eux, c'est le roi de la potasse. La potasse, qu'est-ce que c'est? C'est un engrais qu'on trouve dans la terre. Et lui est devenu extrêmement riche en développant les mines de potasse en Russie et en exportant ses engrais. Et sa fortune, à ce moment-là, elle se monte à au moins 8 milliards de dollars. Dimitri Rybolovlev, il est aussi connu parce qu'il a voulu faire construire une sorte de palais dans un endroit de Genève qui est une sorte de village pour les super riches. Et ce palais devait être une sorte de Versailles. C'était une sorte de copie du Trianon de Versailles qui devait se bâtir au-dessus du lac et qui devait accueillir une fabuleuse collection d'art. Cette collection d'art de Dmitri Rybolovlev, qu'on ignorait à peu près, c'est la collection qui est au cœur de la querelle qui oppose ces deux hommes. Et Dmitri Rybolovlev pensait que Yves Bouvier fonctionnait comme courtier, comme mandataire, comme intermédiaire. Et donc qui devait chercher les tableaux au meilleur prix et prélever 2% sur le prix de ces tableaux. Yves Bouvier répond: pas du tout, j'étais pas du tout mandataire, j'étais pas du tout courtier, je suis marchand d'art. Et oui, et comme marchand d'art, je suis un marchand, j'ai le droit de vendre les tableaux au prix que je souhaite. La différence est énorme. Le Modigliani a été payé 118 millions de dollars par Dmitri Rybolovlev. Or, Dmitri Rybolovlev dit avoir appris dans un dîner qu'en fait Yves Bouvier avait acheté ce tableau quelque temps plus tôt pour la somme de 93,5 millions de dollars. Yves Bouvier aurait donc pris sur ce tableau une marge supérieure à 20 millions de dollars. Le Salvator Mundi, le beau Vinci. Ce Salvator, Dmitri Rybolovlev l'a payé 127,5 millions de dollars. Or, en lisant le New York Times, dit-il, il se rend compte qu'Yves Bouvier a acheté le même Salvator Mundi pour 75 à 80 millions de dollars, c'est-à-dire qu'il aurait empoché une différence de 50 millions de dollars sur le tableau. Le Rothko, qui est le dernier tableau, qui n'a d'ailleurs pas été complètement payé par Dmitri Rybolovlev et qui est toujours, sauf erreur, bloqué par la justice, le Rothko, lui, a été payé 140 millions de dollars. Or, il s'est avéré qu'Yves Bouvier l'a acheté en 2014, sauf erreur, pour la somme de 80 millions de dollars. Il a donc pris 60 millions de dollars sur le tableau. L'ensemble des 37 œuvres, si on écoute la plainte déposée par Dmitri Rybolovlev et ses sociétés, ont donc été payées pour 2 milliards de dollars et les marges indues, selon Dmitri Rybolovlev, qu'aurait encaissé Yves Bouvier, s'élèvent à 1 milliard de dollars. C'est-à-dire que si escroquerie il y a, c'est une belle escroquerie.
Alors là, il faut peut-être ajouter une chose à propos de Dimitri Ribolovlev. Il vit à Monaco, il a le club de football de Monaco, donc on le voit au match. Il va avec le prince, il va dans des soirées, il a un chalet à Gstaad, il va d'ailleurs dans une soirée avec le ministre de la Justice de Monaco, c'est un peu bizarre, à Gstaad lors d'une vente de bijoux. C'est quelqu'un qui est décrit comme extrêmement froid. Un magnifique Toulouse-Lautrec et une très belle affaire, au lit, le baiser, payé 13,75 millions. La plupart des transactions, en tout cas certaines des transactions dont on parle dans cette affaire, ces 37 tableaux, ont eu lieu au Port-Franc. Toutes ces œuvres d'art qui sont absolument magnifiques et qui ont été, on l'imagine, peintes pour être exposées dans des musées, pour être vues, eh bien, elles sortent jamais des Ports-Francs. Et donc les Ports-Francs sont une véritable caverne d'Ali Baba, le plus grand musée du monde. On surnomme souvent le Port-Franc de Genève le plus grand musée du monde. C'est un musée, malheureusement, qui est totalement inaccessible au public. Quand je parlais de caverne d'Ali Baba, je n'exagère pas, puisque les estimations, elles valent ce qu'elles valent, mais elles sont faites par des assureurs, disent qu'à Genève, 100 milliards de dollars de marchandises sont stockés au Port-Franc. Celui qui ne souhaite pas stocker ses trésors dans les ports-francs ou autres dépôts et qui n'a plus de place chez lui peut toujours faire héberger ses pièces de collection dans un musée. L'exposition publique des œuvres garantit au mieux leur valorisation. Les budgets ont été de plus en plus réduits. C'est-à-dire qu'on a créé toujours plus de musées, mais dans le même temps, on les a privés de la possibilité de constituer une collection de manière autonome. Cette capacité a été transférée à des collectionneurs privés. Dès lors, nous louons, pour ainsi dire, les œuvres que nous ne pouvons pas nous offrir, autant que possible à long terme, dans l'espoir qu'un jour, la collection reste à demeure au musée, sous la forme d'une fondation ou d'une donation. À cette fin, on doit investir des fonds publics, des impôts, pour protéger en permanence les œuvres privées. Les transporter, s'en occuper quand elles sont dans les réserves, les restaurer, tout en étant conscient que dans 10, 15 ou 20 ans, elles quitteront peut-être le musée. Le musée n'a pas pour finalité d'accroître la valeur d'une œuvre. C'est pourtant ce qu'on entend. Il faut dire que cela a un certain impact quand un collectionneur dit que son tableau a été exposé un certain temps dans tel ou tel musée et que sa valeur a augmenté. Mais la mission d'un musée n'est pas de faire grimper les prix. La durée initiale d'un prêt de longue durée pour une œuvre d'art est fixée à 10 ans. C'est une pratique très courante. Il faut savoir aussi qu'après avoir été exposée pendant 10 ans dans un musée public, une œuvre est exonérée de l'impôt sur les successions. C'est donc aussi un élément d'optimisation fiscale, ce que je conçois tout à fait. La salle consacrée à Günter Frutruk est l'une de mes préférées. C'était un artiste majeur de l'abstraction géométrique et de l'op art. Il a atténué la rigidité du constructivisme, en donnant aux formes géométriques un mouvement d'oscillation à l'intérieur des cadres, en les déstabilisant. Cela confère à ses œuvres une énergie particulière et communicative. Il doit aussi sa célébrité à la création du motif des sacs en plastique Aldi. En même temps, ces fameux sacs sont devenus un mauvais symbole pour lui, car il a eu le sentiment de s'engager dans une voie purement commerciale. On raconte qu'un jour, il s'est excusé auprès des élèves de sa classe pour avoir fait une chose terrible. Et il leur a raconté l'histoire des sacs Aldi. Ensuite, il a versé 400 marks dans la caisse commune pour se racheter. À l'époque, art et commerce ne faisaient pas bon ménage. Aujourd'hui, on considère au contraire que c'est une alliance idéale. Pour des artistes contemporains, il est prestigieux de travailler par exemple avec Louis Vuitton ou BMW. Souvent, la relation avec l'artiste s'inscrit dans la durée, elle est faite pour se pérenniser.
Et donc un artiste va créer des produits, des sacs par exemple, mais aussi des vitrines. Et puis de temps en temps, il peut même être associé à un projet comme la Fondation Vuitton. Et si on prend le cas d'Olafur Eliasson, c'est très intéressant, cette grotte avec ses miroirs, c'est ce côté là aussi monumental. Et on peut penser aussi au rôle des grottes à la Renaissance, dans les jardins royaux, ce côté peut-être aussi Palais des Glaces en extérieur ou en intérieur, tout dépend comment on considère les choses. Mais effectivement, il y a un rôle quelque part qui est un rôle de faste qui peut faire penser à la société de cour. Certains musées privés, certaines fondations peuvent faire venir des artistes qui sont des artistes de notoriété internationale et cela devient beaucoup plus difficile pour des structures qui n'en ont pas les moyens. Notre budget d'achat s'élève à 150 000 € par an. Cette somme peut paraître assez dérisoire, mais elle a au moins le mérite d'exister. Pour ma part, j'ai une vision plutôt optimiste. Certes, avec 150 000 €, je ne pourrais pas acheter des œuvres de Richter, Polke, Kiefer ou Baselitz. Mais nous avons la chance de les avoir déjà toutes. En 1980, le musée a encore pu acquérir à un prix abordable un tableau de Sigmar Polke intitulé « Le rêve du musée de Remington est éphémère pour le visiteur ». À l'heure actuelle, la valeur d'une œuvre d'art se mesure à son prix qui est fixé lors des enchères. Pour déterminer sa valeur, les maisons de vente aux enchères tiennent compte notamment de son origine et de son exposition dans les musées et collections privées. Pourquoi ce tableau suscite-t-il un tel enthousiasme? À l'évidence, il est érotique et chargé d'une forte connotation sexuelle. En même temps, et c'est ce qui le rend attrayant, c'est une scène très intimiste. On a vraiment le sentiment qu'une relation existe entre le peintre et son modèle. Cela saute aux yeux. Le modèle est en confiance avec le peintre. Elle le laisse s'approcher et d'une certaine manière s'offre à lui. Le prix de ce tableau est estimé à plus de 100 millions de dollars. Sur le marché privé, et non pas sur celui des enchères, on sait qu'il y a eu une ou deux transactions pour des Modigliani qui ont déjà dépassé les 100 millions de dollars. Avec celui-ci, il devrait être tout à fait possible de battre ce prix record. Sa particularité, c'est qu'il n'a pas été mis sur le marché depuis plusieurs générations. C'est un produit frais, comme nous aimons à le dire. Ce n'est pas comme un tableau qui serait en vente depuis 3 ou 4 ans et dont le prix aurait augmenté sur le marché des enchères. Non, celui-ci est vierge. L'oligarque russe Dmitri Ribolovlev a déboursé pour son Modigliani Le nu couché au coussin bleu la coquette somme de 118 millions. Par ailleurs, il a mis aux enchères son Toulouse-Lautrec, Au lit le baiser. Ce tableau a été peint il y a 110, 120 ans, à la fin du 19e siècle. À l'époque, Toulouse-Lautrec a été accueilli dans l'univers parisien bohème des danseuses et des prostituées qui l'ont admis dans leur milieu. La qualité du tableau va bien au-delà de tout aspect pornographique, au-delà de tout ce qui pourrait échauffer les esprits de manière indécente. C'est une gouache, et non une peinture à l'huile, une technique que Toulouse-Lautrec appréciait beaucoup. Elle est estimée entre 10 et 15 millions de dollars. Cette salle d'exposition va encore rester telle qu'elle pendant 3-4 heures. Mais 2 heures après, vous ne la reconnaîtrez plus. On va enlever toutes les cloisons de séparation, installer un autre éclairage et 500 chaises.
Nous savons déjà dans les grandes lignes qui va faire quoi ce soir. Il faut bien sûr tout mettre en œuvre pour que les ventes soient un succès. Christie's garantit un prix minimum aux vendeurs de pièces de très grande valeur. Pour financer cette garantie, on fait appel à un investisseur qui est intéressé aux bénéfices. Les bénéfices ne sont fixés que si des clients enchérissent au-delà du prix minimum. Mais comment faire grimper le prix des œuvres ? On connaît souvent les collectionneurs. On discute avec eux avant la vente et ils nous confient parfois jusqu'où ils souhaitent aller. On essaie aussi de les inciter à enchérir encore un peu. So we move to the beautiful Modigliani at 149 is here. 150 is your bid at 150 million. So here, if you like. I'll take 151 if you like it. 150 I have. Again? 170. 170. There it is. It's not 170 later, it's 151 million. I'm selling it. Last chance, all done, at $152 million. Sold here. Ce Modigliani vient d'être adjugé à un collectionneur chinois de Shanghai pour la somme de 170,4 millions de dollars, commission comprise. La maison Christie's appartient à l'homme d'affaires François Pinault. Collectionneur d'art, propriétaire de plusieurs musées privés à Venise et de la plus grande maison de vente aux enchères, il contrôle l'ensemble des maillons de la chaîne de la valorisation sur le marché de l'art. Quant au concurrent de François Pinault, Bernard Arnault, il a fait bâtir à Paris un édifice prestigieux, la Fondation Louis Vuitton, conçue par l'architecte star Frank Gehry. Ce musée privé est une vitrine qui permet à Bernard Arnault d'asseoir sa position. Il ne faut pas oublier que Bernard Arnault comme François Pinault sont des figures incontournables de l'industrie du luxe. Ils maîtrisent par acquisition de A à Z tous les éléments, tous les leviers qui permettent d'avoir une influence dans le monde de l'art. C'est-à-dire que peu à peu, ils ont des collections, ils ont effectivement des artistes avec lesquels ils collaborent, mais ils ont aussi une volonté curatoriale, c'est-à-dire de créer des expositions et donc de faire venir des gens du monde de l'art qui ont ce rôle. Et donc on a une maîtrise totale du processus. On pourrait presque parler de système de l'art. La Fondation Vuitton porte le monogramme Vuitton. Donc, quelque part, elle s'inscrit vraiment dans une logique qu'on pourrait presque qualifier de branding. On pourrait même imaginer que cette Fondation Vuitton, ce bâtiment, soit comme un packaging, un écrin pour un parfum, pour un produit de luxe. Des artistes comme Cindy Sherman ont pu célébrer ce monogramme. Et donc, on est dans une relation entre les artistes et les marques assez particulière, qui est une relation de sacralisation, quelque part, des maisons de luxe, où les grands magasins deviennent des musées et les musées des grands magasins. Niveau 1, level 1, galerie. Oui, ces relations entre le luxe, la mode et l'art, elles ne sont pas innocentes parce que l'art, effectivement, prend parfois des formes plus spectaculaires, plus monumentales, parfois plus décoratives. Et effectivement, on peut se poser des questions sur la façon dont évolue l'art au contact du luxe. Jeff Koons, par exemple, on l'a vu à Pompidou, on l'a vu avec H&M, mais on l'a vu aussi récemment avec la maison Bernardo pour réaliser des assiettes, alors que la maison fêtait ses 150 ans. Et donc, cette relation d'hybridation, elle pose une question. La question principale, c'est de savoir ce que deviennent ces créations. Est-ce qu'on a affaire
à un produit de luxe? Est-ce qu'on a affaire à une œuvre d'art? Est-ce qu'on a affaire à un objet industriel qui prend une forme un peu de fétiche? Eh bien, en fait, c'est très compliqué de dire ce que sont ces choses. Les oligarques et autres milliardaires aiment s'entourer d'œuvres de Jeff Koons, en se vantant de posséder les plus grandes. S'ils ont besoin de ça pour prouver leur puissance, pourquoi pas? Jeff Koons sait jouer à merveille de ce registre. Quand on voit sa photo aujourd'hui, il est un peu plus âgé, mais il a toujours un beau brushing. Je crois qu'il a un coiffeur attitré. Ce qui est super, c'est que, vu de l'arrière, on le voit serrer les fesses. On note aussi la présence du serpent tentateur, censé symboliser le paradis et l'innocence. Koons en fait un peu trop là. Quand on observe son visage, on voit qu'il a un regard de playboy, de gigolo. Je ne suis pas sûr que la ville de Bonn nous pousserait à faire une exposition sur Jeff Koons. Mais lorsqu'elle a exprimé clairement le souhait qu'une exposition sur Karl Lagerfeld soit organisée dans notre musée, cette exposition a bel et bien eu lieu. Aucun musée ne pourrait être viable sans les expositions temporaires. Pour cela, il faut des sponsors. Autrement, qui paierait les primes d'assurance en constante augmentation? Cela concerne aussi les prêts de longue durée d'œuvres d'art. Prenons l'exemple d'un Richter qui provient d'un prêteur privé et qui est assuré chez nous pour 4 millions. Mettons que ce prêteur nous signale que des œuvres similaires de Richter ont été adjugées entre 12 et 20 millions. Il demandera alors que la valeur d'assurance soit portée de 4 à 10 millions. Cela a bien sûr une influence considérable sur les primes que nous devons payer, et notre marge de manœuvre s'en trouve encore réduite. Quand on le gonfle à fond, il est très grand. Je le préfère tout ramollo. Il faut le regonfler tous les 2-3 jours. Il a coûté 75 000 $. Je viens juste de le vendre. Parfait. Allez, on met les voiles. La foire de Londres est incontournable. Il faut y aller au moins une journée pour tout voir. Tout ce qui fait partie du monde de l'art est représenté ici, à la foire d'art contemporain Frieze. Les galeristes, les collectionneurs, les artistes aussi, les œuvres d'art. C'est très tendance. Mais il y a une fièvre excessive autour de l'événement. Les œuvres, les installations, tout ça est très outrancier. À Bâle, c'est plus calme, plus raffiné et select. Oh tiens, qui voilà. Tu pourrais au moins dire bonjour. Je ne veux pas déranger. Tu déranges toujours. Max Hollein, directeur du musée Städel de Francfort. On fait un reportage pour la télé. C'est pour une émission People. Tu t'es habillé chic. Ouais, tu veux que je te prête ma chemise? La promotion de l'art n'est pas une affaire de bonne volonté, mais plutôt de relations. Conseiller d'art pour collectionneurs, intermédiaire entre les ateliers, galeries, musées et collections privées, Michael Neff connaît tous les acteurs du secteur. Il n'est pas sans ignorer la détresse de certains directeurs de musées. C'est trop cher. Tu viens faire quoi au juste? Voir ce qui se fait. Tu cherches quoi? On profite de Londres. Renate Goldman, directrice du musée Leopold Husch de Düren. Je n'aurais pas dû te dire tout de suite qu'on est filmé. Sans quoi tu aurais encore râlé contre tes galeristes, non? Tu as perdu ta langue? Mais dis quelque chose. C'est fantastique ici.
Concrètement, cela signifie qu'on ne peut plus faire jeu égal avec les acteurs du marché. À l'heure actuelle, je dirais clairement que nous sommes des quémandeurs au bout d'une longue chaîne d'intervenants et d'institutions qui se battent pour des pièces très onéreuses. Là, on a un stand sympa de Hauser & Wirth, style marché aux puces. Triennale de petits plastiques. Ce sont des petites sculptures assez amusantes qui se vendent sûrement très bien. Je vois des objets de Louise Bourgeois, de Paul Tech. Pas mal de jolies choses amusantes. Mais ça reste modeste. C'est-à-dire? C'est sans risque. Tu peux préciser? Ça veut dire que tout le monde peut se l'offrir. Pour parler argent, toi et moi, on peut s'offrir ce Louise Bourgeois. Il vaut sans doute dans les 300 000 400 000 euros, pas 10 millions. Il y a de très belles pièces anciennes de Frank Stella. Tout le monde le connaît en tant qu'architecte et artiste. Excellent, ces planches de contreplaqué assemblées comme un placard de cuisine. Ça donne un effet moderne, mais on voit que quelque chose cloche. C'est ce qui est intéressant. Ce n'est pas courant de trouver un vieux Stella dans une foire moderne. C'est un petit côté peps. Superbe, ces Stella. C'est vrai. C'est un ensemble? Ce sont 3 œuvres séparées, mais on les présente comme un ensemble. Je ne les ai jamais vues avec les placards au-dessous. Elles ont été réunies par des acheteurs polonais de 71 à 73. Vous êtes en train de filmer, là? Ok, pas de problème. N'oubliez pas qu'en 73, elles valaient au plus dans les 2000 $. Bien sûr. Je peux vous demander leur prix actuel? Juste un ordre d'idée. Je dirais dans les 5 millions de $. Fabuleux. Ma cravate est bien en place? Bien. Sinon, j'ai l'air d'être tombé d'un container Oxfam. Impossible de parler de Gagosian sans qu'on vous annonce un prix. On ne peut pas parler d'art avec les gens, mais peu importe. Je vois que Gagosian a tout un stand dédié à Glenn Brown. C'est un sculpteur et peintre anglais. La galerie Gagosian représente de grands noms comme Jeff Koons et même Picasso. Elle peut se permettre d'avoir un stand immense à la Foire de Londres pour exposer un seul artiste qui vaut très cher, je l'admets. Mais elle n'a pas édité de portfolio, comme l'ont fait toutes les autres galeries. Ça a un coût. Il faut pouvoir le financer. Allez, on met les voiles. Être parrainé par une de ces grandes galeries, que ce soit Gagosian, White Club ou David Zwirner, cela représente un appui considérable pour un artiste. Une galerie d'envergure internationale, dont le nom est une véritable marque, est un gage de crédibilité et joue un rôle essentiel dans le succès d'un artiste. Cela a bien plus de poids que s'il était exposé dans une galerie quelconque. C'est évident. À chaque biennale, il y a un hic. Cette fois-ci, le commissaire n'avait pas de budget fixe. Il doit assurer le financement de chaque biennale et à cette fin, il doit bien sûr faire appel à des financiers privés, des mécènes, des fondations et des galeries. Nous faisons confiance au commissaire pour qu'il ne fasse pas de la biennale une foire d'art contemporain, où les plus grandes galeries se verraient attribuer les plus grands espaces parce qu'elles paient le plus. Au contraire, nous comptons sur lui pour qu'il nous propose un programme représentatif de l'art contemporain. Un art qui soit digne d'intérêt et pas forcément celui qui attire le plus de capitaux. On voit ici le travail d'un artiste assez jeune, Oscar Murillo. Ses œuvres se sont déjà très bien vendues aux enchères. Il est parrainé par une très grande galerie américaine.
À bien des égards, cette œuvre est représentative de la Biennale de Venise. Elle est installée dans un lieu central pour accrocher le regard. Les grandes galeries investissent les lieux les plus en vue de la Biennale pour y exposer des artistes qui ont beaucoup de succès. Les biennales sont en réalité de grandes places de marché. Les artistes y valorisent leurs œuvres et les collectionneurs viennent y faire leur shopping. Quant aux visiteurs, ils ne sont que des figurants, même s'ils sont plus d'un demi-million à se rendre en pèlerinage à chaque édition. On a des œuvres qui sont créées en fonction des marchés spécifiques. Ainsi, il y a des séries, des grands formats, il y en a aussi qui inspirent la désolation et d'autres qui se prêtent à toutes sortes d'interprétations. Voilà les produits qui nous sont proposés. D'un point de vue cynique, on pourrait dire que d'un côté, le grand public doit continuer à avoir l'impression de retirer une plus-value esthétique ou politique de ses visites, et de l'autre, il existe une minorité qui veut avant tout réaliser des plus-values. Cette salle est consacrée au grand format de Georg Baselitz. Représenté par les plus importantes galeries, il passe directement dans la chaîne de valorisation artistique. La plupart du temps, on ignore qui achète les œuvres. On sait seulement qu'elles ne sont pas exposées ici pour rien et qu'il y a des clients intéressés. Celles-ci ont déjà été vendues à François Pinault pour 8,5 millions. Les critiques d'art doivent être conscients du problème de leur instrumentalisation. On parle ici d'une certaine catégorie du marché de l'art. Il faut se rendre compte que beaucoup de galeries arrivent à peine à maintenir la tête hors de l'eau et que beaucoup d'artistes luttent pour survivre. Cela ne reflète pas l'ensemble du marché, mais quand même une grande partie. En tant que critique d'art, j'ai l'impression que c'est un peu comme si Coca-Cola m'invitait pour commenter la forme de sa bouteille. Bonjour, je voudrais acheter une de ces briques. Avec plaisir. Vous pouvez mettre l'argent dans la boîte pour les dons. Ici? Oui. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur la brique? C'est du chinois mandarin, ça veut dire « arrêtez de travailler ». Arrêtez de travailler? Oui, ce sont les mêmes idéogrammes sur toutes les briques. Ah d'accord. Et il y a combien de briques ici en tout? Pas loin de 8 000. Notre galerie a un contrat avec la fondation ISCOS. Tout l'argent leur est versé. Et quel genre de... Vous pouvez prendre des photos et vérifier sur Internet. C'est une fondation qui aide les démunis en Asie et en Afrique. D'accord. Et le nombre de briques exposées correspond au nombre nécessaire à la construction d'une maison, si j'ai bien compris. Oui, c'est bien ça. Une maison de quelle taille? À peu près comme ça. Pour une famille chinoise moyenne. C'est vous l'artiste ou vous travaillez pour la fondation? Je travaille pour la galerie qui organise l'exposition. Je vois. Donc vous êtes rémunéré? Oui. Vous touchez combien? 7 € de l'heure. D'accord. Comme vous pouvez l'imaginer, cette œuvre vaut des millions. C'est complètement hors budget pour nous. C'est une aubaine que ce tableau soit arrivé dans la maison. Un coup de chance incroyable pour la collection d'art de Rhénanie du Nord-Westphalie. Car nous n'avions pas de tableau de Gerhard Richter datant des années 60. Et dire que nous l'avons reçu en cadeau, c'est fabuleux. Regardez, c'est magnifique. L'émail appliqué à la surface du tableau et les nuances de couleurs. On pense d'abord que c'est simplement la reproduction d'une photo en noir et blanc. Mais quand on est face au tableau,
on perçoit toute la majesté et l'élan du peintre à l'œuvre. Aucune reproduction ne peut restituer l'effet produit par l'original. L'argent à lui seul ne peut pas en rendre compte. Supposons que les tableaux de Richter valent autour de 500 000. Si c'était le cas, on dirait que ces tableaux sont magnifiques et qu'il a fallu attendre longtemps pour qu'ils atteignent une telle valeur. Or, en réalité, pour un Richter, le prix de mise aux enchères est déjà supérieur. J'aime regarder ce tableau, que je connaisse son prix ou pas. C'est comme ça. Quoi qu'il en soit, je pars du principe que son prix ne baissera pas. Nous sommes dans une salle consacrée à Ernst Wilhelm Ney. Il a été présenté lors des 3 premières éditions de la Documenta. À l'époque, c'était l'artiste allemand le plus en vue. C'était en quelque sorte Richter avant Richter. Et il avait du succès aux États-Unis. Quand il est décédé en 1968, il n'a pas été exposé à la 4e Documenta. Et il est assez vite tombé dans l'oubli. L'appréciation esthétique peut évoluer très vite. Ernst Wilhelm Ney était très connu pour ses motifs ronds et colorés. Il était si populaire qu'on le retrouvait en décoration dans toutes les maisons, jusqu'à ce que de nouveaux courants artistiques apparaissent et décrètent que les motifs de Ney étaient devenus kitsch. L'argent génère de l'art ou l'art génère de l'argent. C'était vraiment génial. En 2004, non, je crois que c'était en 2003, quand mon premier tableau a été exposé dans un musée. C'était au MoMA. J'étais très jeune à l'époque, j'avais une vingtaine d'années. Que pouvais-je espérer de plus? J'étais tellement jeune, je n'arrêtais pas de m'extasier à l'idée que mon tableau soit exposé au MoMA. Je trouvais ça dingue. Zeo, une des meilleures élèves de Georg Baselitz, est désormais reconnue dans le milieu. Dans son atelier berlinois, elle emploie une équipe d'assistants et elle expose dans les foires d'art contemporain et les biennales. Ces tableaux, qui vont être présentés dans une galerie, ont déjà trouvé acquéreur avant même le vernissage de l'exposition. En 2007, une de ses œuvres a été adjugée pour la coquette somme de 100 000 $.